Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à vue d'ici, nous parlerons d'une pratique encore trop répandue à travers le monde, les excisions. Mais d'abord, on tente de savoir comment faire face à la consommation d'alcool et de drogue chez les jeunes. Restez avec nous, car ça commence maintenant. Bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Dans notre société, les tentations sont fortes. La drogue, l'alcool, le jeu, le vapotage et j'en passe. Si ces tentations, dis-je, sont fortes pour nous, elles le sont évidemment sur nos jeunes. Mais eux, quels outils ont-ils pour faire face à ces dépendances? Bien, nous en parlons avec nos invités en studio, Mme Linda Allard et Mme Roxane Rivard. Bonsoir. Vous êtes respectivement coordonnatrice et adjointe à la coordination en prévention pour l'organisme Le Réseau. Oui, exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ça fait plaisir. On va parler des tentations, on va parler des outils, mais parlez-nous un peu de votre organisme, Le Réseau. Où c'est situé? C'est situé à Joliette, mais on couvre les 4 MRC du nord de la région de la Naudière. OK. Donc, notre point central, c'est Joliette, mais on se déplace dans les 4 MRC du nord. Qui sont, il y a la MRC d'Autré, Joliette, Montcalm et Matawini. Et nous, on est au nord, mais on a des collègues qui sont au sud, donc un autre organisme qui s'appelle Uniatox, qui, eux, couvrent les 2 MRC du sud, c'est-à-dire la MRC des Moulins et la MRC l'Assomption. Uniatox qui est à Mascouche, je pense. Exactement. Quelle est la mission de l'organisme? Bien, on le sait un peu parce que c'est semblable. On parle de dépendance, déjà. On parle de dépendance. Quelle est la mission de l'organisme? Nous, on est né en 1982. Oh, quand même. Quand même, oui. D'un groupe de personnes toxicomanes, donc dépendantes, qui disaient, bien, quand on va sortir, parce qu'ils étaient à l'intérieur de l'hôpital à ce moment-là, ils étaient sur un département à l'intérieur de l'hôpital, et ils se disaient, mais quand on va sortir à l'externe, comment on va faire pour résister aux tentations, comme vous l'avez dit tantôt? Comment on va faire pour avoir un réseau d'activités, un réseau de support, tout ça? Et c'est comme ça que le réseau est né. Donc, 82, tout un volet de prévention de la rechute, réinsertion sociale, ce qu'on continue à faire et à donner aux personnes qui ont des problèmes de dépendance. Et en 1984, là, il est arrivé de plus en plus de jeunes qui étaient en stage de désintoxication et de réadaptation. Et là, eux ont commencé à nous dire, si on avait eu de la prévention dans notre école, peut-être que j'aurais consommé, mais j'aurais peut-être consommé d'une façon différente. Et c'est comme ça qu'est né le volet prévention du réseau. Donc maintenant, on a encore 2 volets. Un volet qui est réinsertion sociale, prévention de la rechute auprès de personnes dépendantes. Et un autre volet qui est un volet prévention des dépendances auprès de différentes clientèles. Là, aujourd'hui, on parle des jeunes, mais c'est toute clientèle? Oui, dans notre cas, oui. Dites-moi, dans votre coin, la Naudière-Nord, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que les jeunes... Là, on parle des jeunes. Oui. Qu'est-ce qu'ils consomment? Quelles sont leurs peurs? Pourquoi consomment-ils? Qu'est-ce que vous remarquez? Bien, en fait, peut-être pour vous situer, l'organisme, en fait, on est une belle équipe de 11 intervenants en prévention des dépendances qui se déploient dans 14 écoles secondaires là, dans le nord de la Naudière. Autant les écoles de notre centre de services scolaires privés, et on a une école anglophone aussi. Donc, on offre des services, oui, de faire des ateliers de prévention en classe, mais aussi de rencontrer individuellement là, des adolescents qui nous le demandent. Des fois, qui ont des questionnements sur leur consommation, sur celle d'un proche, des préoccupations. Ça, on en a beaucoup des élèves qui viennent nous voir parce qu'ils sont préoccupés de la consommation de leurs parents. Ils sont de plus sensibilisés aux impacts de la consommation. Donc, ça les fait réfléchir à ce qu'ils voient alentour d'eux aussi. Donc, ils viennent parfois nous voir pour, justement, leurs parents, pour leurs amis, tout ça. Mais aussi pour leur propre consommation.
Parce que là, on s'entend, là, je pense, on en a parlé un peu tantôt, vous êtes un peu comme Uniatox, vous êtes plutôt de la philosophie réduction des méfaits. Oui, exactement. Expliquez-nous un peu pour les gens, ça veut dire quoi quand on parle, on est en réduction des méfaits? Oui, mais en fait, la réduction des méfaits, ou il y en a aussi qui utilisent le terme réduction des risques. En fait, ce qu'on vise, au lieu de viser essentiellement l'abstinence de consommation, on vise plutôt à informer les gens, sensibiliser, faire réfléchir pour qu'ils soient en mesure de prendre des décisions éclairées par rapport à leur consommation. Ce qu'on veut, c'est qu'ils vivent de moins en moins de conséquences en lien avec leur consommation de substances, que ce soit alcool ou d'autres drogues. Donc, on va leur donner justement des conseils, des moyens pour justement qu'ils évitent là, les conséquences négatives, comme par exemple développer une dépendance ou des conséquences sur leurs études, sur leur santé physique, leur santé mentale, etc. Parce que si vous allez dans les écoles secondaires, on parle de 13, 17, 17 ans, oui. mais on parle de 13. Oui. Quelle est la situation? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que il y a les parents, là, mais les enfants, les jeunes, 13 ans, ils sont vraiment proches de cette dépendance-là, même à cet âge-là? En fait, non. Il faut comprendre qu'on est en prévention. Donc, on est dans le agir avant. Ce qu'on fait, c'est beaucoup d'aller développer, premièrement, des compétences personnelles et sociales chez les jeunes, que ce soit l'affirmation de soi, d'avoir des passions. Ça, c'est des facteurs de protection. Exactement, ça. les C'est facteurs en plein de ça. protection qu'on travaille dès la première année du secondaire pour leur donner des outils pour les équiper. Quand on regarde les statistiques au niveau de la consommation des adolescents, c'est sûr que c'est plutôt au deuxième cycle du secondaire que là, vraiment, 3, 4, 5. l'initiation se fait plus. Il y en a qui vont commencer les premières explorations au premier cycle, mais c'est plus rare. Ce qu'on voit, c'est plus au niveau du deuxième cycle, là, quand même. Notre façon de travailler est beaucoup dans la responsabilisation. Ce qu'on veut, c'est que la personne se responsabilise par rapport à sa consommation. Plutôt que d'être dans l'accusation. Exactement, OK. exactement. Et de la sensibiliser, justement, aux méfaits que ça peut donner, mais l'amener à prendre conscience qu'elle a un choix à faire et qu'elle choisisse de consommer ou de ne pas consommer, il y a des conséquences à ça. Et c'est quoi les conséquences? OK. Et comment je peux faire pour faire un choix éclairé et être capable de me dire, OK, si je dis oui, je sais que j'ai des risques associés. Si je dis non, j'ai des risques aussi. Ça veut dire que ça se peut que j'ai des amis qui ne seront pas proches de moi parce qu'eux consomment, puis parce que moi, je vais décider de ne pas consommer. Ça a un impact quand même. Peu importe la décision que je prends, il y a un impact. Et c'est ça qu'on veut amener aux jeunes à réfléchir et à se responsabiliser par rapport à leur consommation s'ils décident de le faire. OK. Tout juste avant de vous demander quels outils peuvent avoir les parents, Oui. Vous faites ça depuis plusieurs années, les visites. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans leur vision? Dans la vision des adolescents, Oui. bien, je vous dirais que... Vous avez dit tantôt qu'ils sont quand même assez au courant. Oui, je vous dirais qu'ils sont, oui, plus sensibilisés. On voit là, dans la tendance au Québec, avec les années, les jeunes consomment de moins en moins. On a réussi à faire en sorte que, d'une part, il y a moins de jeunes qui consomment et ils consomment un peu plus tard aussi dans leur vie, dans leur cheminement, ce qui est un grand facteur de protection parce qu'on sait que plus un jeune commence tôt sa consommation, plus il est à risque d'avoir une problématique de consommation plus tard. Donc, le fait, justement, que les jeunes consomment plus tard, c'est aussi un beau facteur de protection, là. Donc, ça, on le voit. On le voit que, justement, les jeunes consomment moins de cannabis, moins d'alcool. Ça reste quand même les substances les plus consommées chez les adolescents. OK. Les autres substances, oui, il y a des C'est essais, marginal. oui, il y a des explorations, mais somme toute, là, si vous me demandez quelles sont les drogues consommées par nos jeunes, ça ne change pas. Ça reste l'alcool et le cannabis qui sont Tout de les même. deux substances Exact. les plus faciles d'accès. Ce que je vous dirais qui a changé, peut-être au niveau du cannabis, c'est le mode de consommation. Dans les dernières années, on voit une augmentation du vapotage de cannabis. Peut-être vous avez entendu parler là, des wax pens, là, ça fait partie des préoccupations. Ça, c'est pas que- très contrôlé, là. Non, mais en fait, c'est pas, Pas du tout, légal même, de toute hein? façon. C'est là. pas légal, là. Non, La en SQDC plus. ne vend pas ce produit-là. Donc, oui, les jeunes se le procurent de façon Illégal. Et on va parler des outils de parents. Et ça, ce n'est uniquement
est-ce que je peux dire que c'est uniquement dû par la prévention? Plutôt que la consommation baisse, est-ce qu'on peut dire qu'on prévient, on responsabilise, il y a plus de réflexion? En fait, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font que la consommation des adolescents a baissé. Oui, on fait plus de prévention au niveau de la consommation de substances psychoactives, mais il y a de la prévention qui se fait par rapport à la santé mentale dans les écoles la aussi. violence. On équipe les jeunes à gérer leur anxiété, leurs émotions. Les gens sont de plus en plus sensibilisés. Je pense aussi que les adolescents ont plus d'alternatives à la consommation qui est mise à leur disposition. Donc, des activités parascolaires, des activités de loisirs par la municipalité, l'aménagement de skateparks, toutes des infrastructures aussi qui font en sorte que les jeunes ont des loisirs, ont des passions. Oui. Puis pour les parents là, qui est un peu désemparés, ils peuvent vous appeler? Oui. Tout à fait, oui. On a plusieurs services qu'on offre aux parents, entre autres le soutien individuel. Donc, un parent qui est aux prises avec une situation, qui est inquiet, qui a juste des questionnements, peut nous téléphoner. On peut faire des rencontres téléphoniques en personne, virtuelles aussi, si le parent ne peut pas se déplacer. Puis, on offre aussi des soirées de sensibilisation. Ouais. On en offre à même les écoles secondaires et aussi de façon virtuelle. Donc, une fois par mois environ, là, on a aussi des ateliers virtuels là, que les parents peuvent se joindre à nous. Donc, on va sur votre site, oui. Le réseau. Oui. On fait une petite recherche, puis on le voit bien. C'est à Joliette. Oui. Donc, si on n'est pas sûr, il y a plusieurs. Oui. Le réseau. Le réseau dépendance.com. Ou dépendance.com. Le réseau dépendance.com, oui. Le réseau dépendance.com. De toute façon, je vous le dis, toutes les adresses de courriel vont être sur notre site. Ne vous en faites pas. On vous appelle, on est inquiet. Mesdames, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir. Merci vous faites beaucoup. un excellent travail. Merci. Ça ne doit pas être évident dans le nord de la Naudière. On ne parle pas souvent de cette région-là. On est bien content de vous avoir reçu. Merci infiniment. Beaucoup. Merci de votre invitation. Quant à nous, on prend une petite pause, on s'identifie, on revient après. Nous sommes de retour. En 2012, les Nations unies ont déclaré le 6 février Journée internationale, dis-je, de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. En 2016, il y a encore plus de 200 millions de filles, de femmes, qui ont été excisées. Pour nous parler de cette pratique qui n'est pas sans conséquences, nous recevons Mme Bilkis Visanjé. Vous êtes professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir, merci de me recevoir. C'est un sujet dont on n'est pas porté à parler, très important, mais tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle d'excision, de mutilation génitale féminine? Merci de me recevoir ce soir, qui est une journée justement importante, le 6 février de chaque année. Comme vous l'avez mentionné, nous insistons à travers le monde, notamment dans une perspective de solidarité pour les femmes, les filles qui ont été exposées à une pratique qu'on connaît communément parlant excision. Parfois, on parle plutôt de mutilation parce qu'on insiste sur le mot pour tenter de dire qu'il y a eu une affection grave sans consentement. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit, pour répondre à votre question, la mutilation génitale féminine comme étant une ablation partielle ou totale de parties des organes génitaux féminins qui ont été faits, donc la pratique, sans qu'il y ait eu une ordonnance médicale pour des raisons non médicales, non thérapeutiques, et surtout sans le consentement de la personne qui a subi. Sans consentement. Donc, dans les définitions actuellement, plusieurs de nos collègues travaillent à revoir cette définition de l'OMS depuis les années 90.
qui n'a pas mentionné la notion de consentement et qui ne parle que des organes génitaux féminins dont nous parlons aujourd'hui, mais sachez que quand on parle d'une mutilation et d'une excision, on n'est pas loin de l'univers de la circoncision également, qui est un autre sujet pour lequel peut-être on pourra parler à un autre moment. Alors, quelles sont les... Je sais qu'il y a des pratiques, il y a des traditions. Généralement, là, pourquoi on pratique cette intervention-là? Alors, merci beaucoup de reprendre. Je suis très contente que vous ayez parlé que vous avez hésité à essayer de circonscrire le mot. C'est pas très facile et dès lors qu'on utilise un mot, si on parle de victime, on parle de mutilation, on parle d'excision, on parle de pratique, on a l'impression qu'on se met dans une posture qu'on accepte ou qu'on est d'accord avec le vocable en soi. Donc je suis contente que vous avez été un peu sur la prudence de parler d'intervention. Et effectivement, il y a plusieurs mots, mais à la fin du compte, c'est une mutilation, c'est une intervention de pratique où la petite fille est coupée. Et je voudrais m'assurer que notre audience qui nous écoute ne soit pas aussi sensible, et donc un avertissement pour ceux qui nous écoutent que si ils ont un peu le cœur fragile, peut-être de prendre une bonne respiration et de prendre le temps de se dire que ce sont des pratiques qui ont été dénommées comme étant assez complexes parce qu'elles sont ancrées dans certaines peut-être valeurs culturelles, peut-être façon de voir l'avenir. On ne peut pas dire que c'est parce que c'est la culture d'une personne ou c'est la pression parentale, ou ce sont les grands-mères, ou c'est le grand-père. Il y a comme une complexité, des trajectoires très nuancées, puis en même temps très complexes, qui font que certaines communautés, dans certaines régions, dans certains pays, vont pratiquer l'excision. Et c'est un peu, si on veut se positionner un peu pour tenter de comprendre, juste tenter de comprendre, on se dit que c'est peut-être parfois expliqué en tant que passage vers la vie de jeune fille, adulte, c'est peut-être pour donner le meilleur à la petite fille. Dans nos univers, nous tentons de dire « je vais éduquer ma fille ». Le plus possible, donner accès à l'université, qu'elle ait des diplômes, et comme ça, elle sera parfaite pour le futur, elle pourra faire ce qu'elle a besoin de faire. Dans certaines communautés, pour le bien de la petite fille, on fait attention à nos mots, on lui donne le meilleur. Et parfois, dans certaines communautés, le meilleur, c'est de pouvoir passer à ce rituel pour qu'elle ne se retrouve pas ostracisée, stigmatisée. Donc, c'est très compliqué et on parle de ça dans les pays qui sont où on a documenté une estimation de prévalence de cette pratique. Nous parlons de ces pays d'origine, d'où proviennent les femmes, les familles, les filles d'immigration au Québec, à Montréal, dans nos régions. Pourquoi? Là, on en parle ce soir. Je vais être bien honnête avec vous. Je n'ai jamais parlé de ce sujet-là à l'émission. Pourquoi on en parle si peu? Est-ce qu'on a peur d'offenser? On a peur de prendre position? Pourquoi on en parle si peu? C'est une très bonne question et j'en profite pour vous remercier encore une fois de m'avoir invité, ne serait-ce que pour sensibiliser aux conditions de vie que vivent les femmes et les filles dans des situations très précaires, très vulnérables, et toute la question complexe des rapports sociaux, de pouvoir, des inégalités qu'on entend, qui vont se solder par ce type de pratique. Les mariages forcés, les petites filles qui sont forcées de travailler et d'avoir des relations pour accoucher plus tôt, pour avoir le nombre d'enfants nécessaires. Je pense qu'on vit dans des mondes parfois où la compréhension ne nous permet pas de nous dire que ça arrive à des petites filles.
Et on en parle peu parce qu'on n'est peut-être pas à l'aise avec un sujet comme celui-là. On n'est pas habitué en Amérique du Nord, par exemple. On est ici. On croit qu'on est loin de ça, mais On pense qu'on est loin de ça. est-ce le cas? Nos frontières s'estompent. Nous vivons dans un monde globalisé. La mondialisation est telle que nous sommes constitués d'un mélange de personnes qui viennent de pays où les femmes, les filles ont vécu cette pratique. Et maintenant, ce sont des Québécoises, des Canadiennes, des personnes qui vivent dans notre voisinage et qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'être accompagnées. On est très clair, on ne parle pas de cette pratique ici. On parle de femmes, de filles, d'adolescentes qui ont été exposées à la pratique, qui sont maintenant nos voisines, qui vivent avec nous, des Québécoises, qui ont besoin de soins de santé et qui vont se retrouver dans une situation inconfortable parce qu'elles ne savent pas, comme vous dites, engager une conversation sur le sujet. Est-ce que je vais me faire critiquer ? Est-ce que je vais me faire encore plus traumatiser parce que j'ai déjà vécu un trauma et je vais avoir un autre trauma parce qu'on va dire « vous êtes des sauvages, vous ». Donc, se faire isoler. Voilà. Alors qu'elles ont besoin de soins, elles ont besoin, comme tout le monde, d'avoir un examen médical, un examen général, elles ont peut-être le diabète, elles ont peut-être l'hypertension. Comme tout le monde, elles ont besoin d'être accompagnées et d'être comprises. Et c'est pour ça qu'on essaye de... Et en même temps, on veut aussi démontrer qu'il existe, comme vous avez commencé l'entretien tout à l'heure, il y a encore des millions de filles qui sont exposées à la pratique, malgré le fait qu'il y a des lois dans ces pays-là. Et qu'on tourne au nom des valeurs, au nom... Parce qu'il y a beaucoup de conséquences là, à cette pratique-là. Et des conséquences qui peuvent mener à la mort. Bien sûr. Quelles sont les conséquences, je ne veux pas dire plus régulières, mais... À court terme, oui. au pays où la pratique se fait ça dépend aussi. Vous savez, on a maintenant une tendance à ce qu'on appelle la médicalisation de la pratique. On se dit, bon, écoute, c'est important pour la grand-mère et le grand-père. On va l'emmener chez le médecin à qui on paye, puis on lui fait faire cette petite coupure. Et voilà, c'est tout fait, on va pouvoir le dire. Donc on appelle ça peut-être une médicalisation dans la propreté. Mais certaines des femmes sont encore dans des régions rurales éloignées. Il n'y a aucune excuse de faire quelque chose à quelqu'un sans consentement, premièrement. Et c'est une violence. Et donc, c'est important d'en parler pour montrer qu'il y a des tas de violences encore qui existent ailleurs et qu'on doit, nous, peut-être prendre une posture réflexive, puis de réfléchir à ce qui se passe ailleurs, puis comment les personnes qui viennent ici, chez nous, on peut les accompagner pour qu'elles soient elles-mêmes dans un environnement plus sécuritaire, dans un environnement où elles se disent « je peux parler de qui je suis » et parlons ensemble, soyons solidaires et essayons de voir... Il y a une journée internationale, mais c'est la semaine entière, mais il y a plus que ça à faire. Donc déjà, en parler, c'est déjà beaucoup. Les femmes dont vous parlez ont subi cette pratique à l'extérieur, sont venues ici par la suite. Ont-elles encore beaucoup de difficultés à en parler? Parce que il faut les rejoindre, il faut qu'elles s'ouvrent. Est-ce que c'est encore difficile ici, à Montréal, d'accueillir ces femmes-là, qu'elles s'ouvrent? Bien sûr, c'est difficile pour elles parce que d'une part, si j'en parle, je me fais stigmatiser. Si j'en parle pas, je perds une opportunité de me faire soigner. Possiblement que c'est pas parce que j'ai été excisée que j'ai un problème. Peut-être que j'ai d'autres soucis que la femme doit se dire. Mais comment aborder la question? Quand on parle des adolescentes, par exemple, qui ont besoin, à un moment donné, d'avoir un examen vaginal, qui ont leur menstruation, ce sont tout à l'heure, vous parlez de conséquences. Une jeune fille, quand elle aura ses menstruations, elle va avoir des conséquences. Et comment est-ce qu'on fait pour former? Donc moi, comme professeur, ma mission, c'est de pouvoir travailler avec mes collègues pour mieux former les médecins, les infirmières, contribuer à mieux former médecins, infirmières, sages-femmes. On a des travailleuses sociales, des physiothérapeutes pelviennes qui vont aider, des sexologues, toute une équipe de personnes qui peut aider, accompagner ces femmes-là à mieux vivre
leur expérience d'avoir été excisés. À chaque année, le 6 février, évidemment, il y a la journée, mais vous tenez des rencontres. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces rencontres-là, cette rencontre-là? On voit d'ailleurs des photos à l'écran. Qu'est-ce qui se passe pendant ces rencontres-là? Alors, c'est une très bonne question, puis merci de partager ces quelques images. Ça varie. Parfois, c'est avec des femmes elles-mêmes qui ont vécu cette expérience et qui veulent en parler. Elles veulent témoigner, elles veulent démontrer qu'elles sont passées à travers et qu'elles sont maintenant des femmes fortes et elles veulent continuer à accompagner. Quand on n'en parle pas, on ne sait pas. Quand on en parle, il faut avoir du temps, puis il faut avoir une écoute. Donc, c'est ce qu'elles font. Donc, elles viennent parler, puis déjà, en parler, se dévoiler, c'est tout un geste. Ne pas se sentir seule, là. Voilà. Puis en même temps, de raconter leur expérience qui sont toutes uniques, avec les nuances qu'il faut rencontrer. Donc, chaque année, on essaie de rencontrer soit ces femmes-là, et avec ces femmes-là, de rencontrer aussi les médecins, les infirmières, les sages-femmes, les travailleuses sociales, les psychothérapeutes, les sexologues. Nous avons toute une équipe qui peuvent nous aider à accompagner ces femmes qui peut-être ne savaient même pas qu'elles peuvent avoir cette belle équipe multidisciplinaire, intersectorielle. Et la communauté, il y a tellement d'expertise dans la communauté. Alors nous souhaitons vraiment travailler ensemble. Je vous remercie beaucoup. On va suivre attentivement. Je tiens à vous dire et à vous dire que tous les détails, tous les liens vont être sur notre page virtuelle. Merci beaucoup. Continuez votre bon travail et on espère que ça va avancer. Merci beaucoup. J'aimerais vous dire quelques mots. On vit d'une période assez mouvementée dans laquelle on a besoin beaucoup de solidarité. On vient de parler d'un sujet délicat. On a entendu depuis quelques jours, on entend ce qui se passe au sud de notre frontière. Ça nous fait tous un peu paniquer. Notre anxiété monte un peu. La solution? La solidarité, l'entraide. C'est le temps de se serrer les coudes. Quant à nous, on vous dit au revoir, à la semaine prochaine.